Dès l'instant où vous entrez dans une pièce, le jugement commence. Les regards glissent sur votre visage, évaluent votre posture, pèsent votre silence, interprètent la moindre inflexion de votre voix. Tout cela se fait sans effort conscient, guidé par la peur, le désir ou l'insécurité. Mais certains esprits ne laissent rien au hasard. Ils observent avec intention, avec une précision presque chirurgicale. Pour eux, le pouvoir ne réside pas seulement dans ce que l'on dit ou ce que l'on fait, mais dans la vitesse avec laquelle on perce les autres à jour. Manipuler exige de comprendre. Se protéger exige d'anticiper. Dominer exige de lire quelqu'un avant même qu'il ne réalise qu'il a été vu. La surface n'est jamais la vérité. Un sourire peut être une mise en scène. Une poignée de main, une menace. Un compliment, une épreuve. Il ne s'agit donc pas de suppositions, mais de tactiques. Des mécanismes psychologiques conçus pour révéler instantanément le caractère, les motivations et les failles cachées. La première consiste à observer la manière dont une personne traite ceux qu'elle juge invisibles. Oubliez la façon dont elle vous traite, car cela se falsifie aisément. Regardez plutôt comment elle se comporte avec le serveur, le stagiaire, l'individu sans pouvoir ni statut. Lorsqu'une personne croit être à l'abri du jugement, sa véritable nature s'exprime. Le respect envers les plus faibles est un indicateur bien plus fiable que la gentillesse envers ses égaux, car il n'y a aucun bénéfice à feindre. Celui qui méprise l'insignifiant vous montre comment il vous traitera le jour où votre valeur chutera. La deuxième repose sur le silence. L'insécurité a besoin de bruit. Les gens parlent non par amour des mots, mais par peur d'être vus sans distraction. Pour lire quelqu'un rapidement, il faut parler moins que lui, laisser des pauses s'étirer, rendre le silence plus lourd que les phrases. Sous cette pression, l'autre se met à trop dire, tente d'impressionner, trahit ses craintes, dévoile ses motivations. Le silence n'est pas une absence, c'est une contrainte. Et sous contrainte, la vérité suinte. La troisième tactique consiste à n'offrir absolument rien, ni approbation, ni affection, ni avantage. Seulement votre présence, détachée, illisible. Les gens traitent toujours autrui selon ce qu'ils peuvent en extraire. Quand il n'y a rien à prendre, leur programmation par défaut apparaît. Certains se refroidissent, leur chaleur n'était qu'intérêt. D'autres redoublent d'efforts, ils ont faim d'approbation. D'autres encore restent neutres, maîtrise émotionnelle, parfois plus dangereuse que la dépendance. Moins vous donnez, plus vous voyez. La quatrième vise à briser le script de contrôle. Certains individus vivent dans des discours répétés, charme travaillé, vulnérabilité calculée, honnêteté scénarisée. Ils sont difficiles à lire tant que la scène se déroule comme prévu. Il faut donc interrompre la performance, poser une question inattendue, couper un trait d'humour par un silence, répondre à la flatterie par la suspicion, changer de sujet au moment où l'élan se crée. Le masque trébuche, et dans cette hésitation, apparaît le visage réel. La cinquième teste la loyauté par de petites pertes. N'attendez pas la trahison pour apprendre. Refusez une demande mineure. Retenez un service attendu. Suspendez brièvement votre attention, puis observez. Le respect demeure T-il, où surgissent la critique, la distance, les murmures. La loyauté ne se révèle pas dans la victoire, mais dans la frustration. Un simple non expose des vérités immenses. La sixième mesure, l'attention plutôt que les mots. Les paroles mentent, l'attention non, tandis qu'une personne parle, notez ce qu'elle regarde. Ses yeux, cherchent-ils les puissants? Elle convoite le statut. Ignore-t-elle les subalternes? Elle respecte l'avantage, pas l'humain. Consulte-t-elle son téléphone en vous parlant? Vous n'êtes qu'un remplissage. Imite-t-elle vos gestes? Elle cherche votre faveur. L'attention est un investissement. Là où elle se pose, se trouve la véritable valeur. La septième invente une faiblesse. Confier quelque chose de faux, mais crédible. J'ai tendance à trop réfléchir. J'étais trop confiant autrefois. Je gère mal la confrontation. Puis observez. S'ils exploitent cette information, l'utilisent contre vous, ils sont opportunistes. S'ils l'ignorent, ils sont prudents ou respectueux. S'ils révèlent leurs propres failles, ils cherchent un lien. Cette vulnérabilité fictive teste la réaction aux faibles sans rien risquer de réel. La huitième impose l'attente. Rien ne révèle plus vite le sentiment de droit que le retard. Répondez plus tard. Soyez flou sur un rendez-vous. Prenez plus de temps que prévu. Les personnes impatientes paniquent, culpabilisent, deviennent passivement agressives. Les autres s'adaptent. Le temps met à nu le tempérament, et l'impatience est souvent le prélude à la toxicité. La neuvième observe l'imitation. Chacun copie quelqu'un, consciemment ou non. Le ton, le style, les gestes. En identifiant le modèle, on décode l'ambition. Imiter les puissants trahit une soif de contrôle. Imiter les populaires révèle une quête d'attention.
Imiter les vertueux cache un désir de supériorité morale. L'idole indique la direction secrète du désir. La 10e déclenche l'envie et surveille le visage. Mentionnez subtilement une réussite, une opportunité, un compliment reçu. Puis regardez. Le sourire se crispe-t-il, le sujet change-t-il brusquement? L'exploit est-il minimisé? L'envie ne crie pas. Elle vacille, et elle précède toujours le sabotage. La 11e questionne la haine. Demandez ce qu'il déteste chez les autres. Les réponses sont rarement altruistes. Elles sont réflexives. Celui qui dit haïr l'arrogance en est souvent porteur. Celui qui condamne le mensonge le manie habilement. Dans le jugement se cache l'aveu. La 12e scrute, la rupture du regard. Le contact visuel affirme le pouvoir, mais sa fuite révèle la vérité. Aborder l'argent, le statut, la honte, les échecs passés. Les yeux trahiront ce qui touche trop près. Ils sont la porte de sortie des émotions refoulées. Viennent alors des tactiques plus profondes, non plus d'observation, mais de mise en scène. Il ne s'agit plus seulement de lire, mais de contrôler la façon dont l'autre vous perçoit afin de provoquer sa vérité. Au lieu de chasser les réponses, vous créez la tension qui les fait émerger. Vous devenez le miroir qu'on ne peut éviter. En reflétant subtilement le ton, la posture, l'énergie, vous déclenchez une reconnaissance inconsciente. Certains intensifient pour dominer, d'autres reculent, d'autres encore deviennent méprisants. Ces réactions indiquent s'ils étaient authentiques, défensifs ou manipulateurs. Plus l'ajustement est brutal, plus la performance était artificielle. Enfin, le respect précède l'observation décisive. Offrir une reconnaissance inattendue abaisse les défenses. Un compliment sur l'intelligence, la validation d'une idée, même partielle, crée une sécurité psychologique. Alors vient la question chirurgicale, celle qui traverse l'armure, la peur derrière la décision, l'origine d'une confiance affichée, le moment où l'on a appris à feindre. Les gens se livrent davantage lorsqu'ils se sentent admirés. C'est là que les données réelles apparaissent. À ce stade, lire devient stratégique. Chaque faiblesse, chaque habitude, chaque angle mort peut être utilisé, influencé ou neutralisé. La peur de l'abandon rend la distance efficace. La soif d'admiration se nourrit d'une désapprobation subtile. Le besoin de contrôle se désarme par l'imprévisibilité. Et face au danger masqué, savoir où frapper, ou comment laisser l'autre se détruire suffit. Lire les gens revient à cartographier un terrain. On n'annonce pas les étiquettes, on agit en silence. Les archétypes se dessinent dans l'esprit, jamais à voix haute. Dire nomme et affaiblit. Traiter sans diagnostiquer conserve l'avantage. Ainsi se précise un art, où le refus devient un test ultime. La force se mesure dans la restriction. Le non révèle l'équilibre émotionnel. La performance s'effondre sous la frustration. Et tandis que les paroles cherchent toujours un public, identifier qui l'on veut impressionner dévoile la loyauté véritable. La fierté affichée cache souvent son opposé. Les vertus clamées trop fort projettent leur ombre. Ce ne sont pas des intuitions vagues, mais des outils. Les gens cessent d'être des variables confuses. Ils deviennent des schémas, des réponses prévisibles. Et quand cette lecture s'affine, une question demeure. Que faire de ce pouvoir sans se perdre soi-même? Quand la lecture devient instinctive, l'esprit cesse de s'attarder sur les signes isolés et commence à voir des trajectoires. Les gestes ne sont plus des événements, mais des indices dans une continuité. Les réactions ne surprennent plus, elles confirment. À ce niveau, l'observation psychologique se transforme en navigation stratégique. Il ne s'agit plus de comprendre pour comprendre, mais de comprendre pour orienter. Le pouvoir réel commence ici, dans cet espace où l'autre croit encore agir librement, alors que ses décisions suivent déjà des rails invisibles. La première règle de cette influence silencieuse consiste à ne jamais combattre le désir frontalement. Le désir est une force primitive. S'y opposer ne fait que la renforcer. Il faut au contraire le refléter, l'accompagner, puis le rediriger. Celui qui cherche le statut doit sentir que son ambition est reconnue. Celui qui réclame de l'attention doit percevoir que ses efforts sont remarqués. Celui qui aime contrôler doit entendre que son autorité est respectée. Cette reconnaissance n'est pas une soumission, mais une anesthésie. Elle désarme. Une fois la garde baissée, le mouvement se fait naturellement. Le désir se lie à votre objectif. La personne croit avancer vers ce qu'elle veut, sans voir qu'elle emprunte votre chemin. L'influence la plus efficace n'impose jamais. Elle suggère. Elle ne force pas une décision. Elle crée un cadre où une seule décision semble logique. Lorsque quelqu'un pense avoir choisi, il défend son choix avec une énergie qu'aucun ordre ne pourrait obtenir. Voilà pourquoi l'art consiste à faire croire à l'autonomie. Le fil est invisible, mais la direction est maîtrisée. Vient ensuite l'usage de la vulnérabilité stratégique. Non pas la confession naïve, mais la faille contrôlée.
une imperfection mineure, crédible, sans danger réel. Cette ouverture crée un déséquilibre émotionnel. L'autre se sent utile, parfois supérieur, souvent flatté. Il croit offrir un conseil, une protection, un regard éclairé. En réalité, il s'investit, et l'investissement émotionnel ouvre la porte à la parole libre. Les gens parlent davantage lorsqu'ils pensent aider que lorsqu'ils se sentent interrogés. Le sentiment de sécurité et la sensation de supériorité combinés dissolvent les filtres. Ce qui émerge alors n'est pas un récit poli, mais une vérité spontanée. Une autre manœuvre consiste à partager une vérité partielle, assez authentique pour sembler sincère, assez incomplète pour rester sûre. Cette demi-confession crée une illusion d'égalité. La personne se dit « Nous sommes semblables ». Dans ce soulagement, elle baisse ses défenses et offre une vulnérabilité réelle, bien plus coûteuse que celle que vous avez donnée. L'échange paraît équitable, mais l'asymétrie est totale. Vous avez offert un fragment, elle a livré la carte entière. Il est également crucial de laisser l'autre se définir lui-même. Les gens adorent se décrire, surtout en termes valorisants. Je suis loyal. Je déteste perdre du temps. Je ne me laisse pas gouverner par mes émotions. Ces déclarations sont des contrats implicites. Elles révèlent ce que la personne cherche à protéger et l'image qu'elle veut maintenir. Une fois cette identité verbalisée, elle devient une ancre. Toute demande, toute suggestion, toute critique peut alors être formulée de manière à confirmer ce récit. L'individu n'obéit pas à vous. Il obéit à l'image qu'il a lui-même proclamée. Dans cette logique, créer une réputation est un levier redoutable. Offrir publiquement à quelqu'un une identité flatteuse avant qu'il ne l'ait pleinement méritée génère une pression interne. On te respecte pour ta constance. Tout le monde sait que tu tiens parole. Dès lors, agir autrement devient risqué pour lui. Il doit défendre cette image, même contre ses propres impulsions. Vous n'avez rien ordonné, mais vous avez installé une contrainte sociale qui guide son comportement. Parfois, l'influence n'a même pas besoin d'être directe. Une information laissée à portée d'oreille, une anecdote racontée au bon moment, un commentaire apparemment anodin peuvent suffire à ajuster une perception. Lorsque quelqu'un croit découvrir une vérité par lui-même, il cesse de la remettre en question. Il ajuste alors son comportement non par obéissance, mais par anticipation. C'est la forme la plus stable de contrôle, celle qui se cache derrière l'illusion de l'intuition personnelle. Il existe aussi une stratégie plus froide encore. Laisser l'autre gagner au début. Offrir de petites victoires, valider des idées secondaires, reconnaître des contributions mineures. L'ego se nourrit, l'attachement se renforce. La personne défend ce qu'elle croit avoir construit. Elle devient complice de sa propre orientation. Quand l'enjeu réel apparaît, elle est déjà engagée émotionnellement et symboliquement. Elle protège le système qui la valorise, même si ce système ne la sert pas entièrement. À ce stade, l'observateur n'est plus réactif. Il anticipe. Les comportements deviennent prévisibles parce que les moteurs internes sont identifiés. Mais ce niveau de maîtrise porte une ombre. Voir clair en permanence peut engendrer une distance dangereuse. Le risque est de glisser vers le mépris, de traiter les humains comme des mécanismes sans âme. Or, l'efficacité ultime ne réside pas dans la cruauté gratuite, mais dans la retenue calculée. Savoir quand agir et quand se retirer fait partie de la domination véritable. Car plus l'œil devient perçant, plus il faut surveiller ce qu'il révèle de soi. Lire constamment les autres peut créer l'illusion d'une supériorité morale ou intellectuelle. On se croit au-dessus du jeu, alors qu'on en est simplement devenu un joueur plus subtil. La transformation finale exige une conscience de cette tentation. Le véritable stratège sait disparaître, laisser les autres se heurter entre eux, récolter les fruits, sans jamais apparaître comme l'architecte. Lorsque cette intelligence atteint son sommet, elle cesse d'être une méthode consciente. Elle devient une seconde nature. On entre dans une pièce et l'information afflue, qui cherche l'approbation, qui joue un rôle, qui observe en silence, qui cache une lame derrière un sourire. Mais cette lucidité n'est pas accompagnée d'agitation. Elle est calme, presque invisible. Le pouvoir n'a plus besoin de se prouver. Il se contente de se positionner. Et pourtant, même ici, une décision demeure toujours présente, silencieuse, mais essentielle. Utiliser ou non cette compréhension. Chaque lecture ouvre une possibilité d'influence, mais aussi la possibilité de la laisser inexploitée. La maîtrise ultime ne consiste pas à manipuler tout le monde, mais à choisir avec précision quand le faire et quand se contenter de savoir. Car celui qui contrôle sans discernement finit par être prisonnier de son propre besoin de contrôle. Ainsi, la lecture stratégique n'est pas une fin, mais un passage. Elle offre la capacité de guider, d'anticiper, de neutraliser sans conflit. Elle permet de gagner sans combattre, de diriger sans commander, d'exister au centre du jeu tout en restant invisible. Mais elle exige une discipline intérieure,
égale à la discipline d'observation. Sans cela, l'esprit affûté devient une arme retournée contre lui-même. À mesure que cette compréhension s'approfondit, le monde social cesse d'être chaotique. Il devient un ensemble de mouvements logiques, dictés par des peurs récurrentes, des désirs constants, des besoins universels. Et dans cette clarté nouvelle, le véritable avantage n'est pas d'exploiter chaque faille, mais de savoir que vous pourriez le faire. Cette simple conscience modifie déjà votre posture, votre calme, votre manière de parler et de vous taire. Les autres le sentent, sans pouvoir le nommer. Ils ajustent leur comportement autour de vous, parfois avec respect, parfois avec prudence. C'est ici que le pouvoir devient presque silencieux, presque éthique. Non parce qu'il est moral, mais parce qu'il est maîtrisé. Il ne cherche plus à prouver sa force. Il attend, observe et agit seulement lorsque le mouvement est inévitable. Et tandis que les autres luttent pour être vus, compris ou reconnus, vous avancez sans bruit, laissant derrière vous des décisions que d'autres croient avoir prises seuls. À ce niveau ultime, la lecture des autres cesse d'être un outil conscient et devient un état intérieur. Vous n'analysez plus, vous ressentez. Les micro-variations d'énergie, les changements imperceptibles de rythme, les silences trop longs ou trop courts, vous parlent comme un langage familier. Vous n'avez plus besoin de vérifier, vous savez. Et c'est précisément ici que la véritable épreuve commence, non pas dans la capacité à comprendre, mais dans la capacité à se maîtriser soi-même. Car lorsque l'on voit à travers les masques, la tentation est grande de jouer sans limite, de tirer les fils pour le simple plaisir de voir les autres bouger, de transformer chaque interaction en terrain d'expérimentation. C'est ainsi que l'intelligence dégénère en cynisme et que la lucidité se mue en solitude. Le stratège accompli comprend que le pouvoir le plus durable n'est pas celui qui s'exerce en permanence, mais celui qui peut s'exercer à tout moment. La retenue devient alors une arme plus redoutable que l'action. Il existe une forme de domination qui ne laisse aucune trace. Elle ne provoque pas de résistance, car elle n'impose rien. Elle ne suscite pas de rancœur, car elle ne s'affiche pas. Elle se contente d'orienter les flux, de déplacer subtilement les priorités, de modifier l'environnement psychologique jusqu'à ce que les choix des autres convergent naturellement vers l'issue désirée. Ceux qui subissent cette influence ne parlent pas de contraintes. Ils parlent de circonstances, de timing, d'intuition personnelle. À ce stade, la disparition devient une compétence essentielle. Savoir quand se retirer, quand cesser d'être visible, quand laisser les autres occuper le devant de la scène. Le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être associé à un nom. Il opère mieux dans l'ombre, là où il ne peut être ni défié ni attribué. Celui qui comprend cela n'a plus peur de l'anonymat. Il l'utilise comme un bouclier. Il faut aussi apprendre à reconnaître les rares individus capables de vous lire en retour. Ils sont peu nombreux, mais dangereux par leur lucidité silencieuse. Ils observent autant qu'ils agissent. Face à eux, la transparence feinte ne suffit pas. La meilleure défense n'est ni l'attaque ni la manipulation, mais l'imprévisibilité maîtrisée. Ne pas offrir de schéma stable, ne pas confirmer les attentes, alterner présence et distance. L'esprit qui ne peut pas vous cartographier finit par vous contourner. Dans cette phase, la relation au conflit change radicalement. Le conflit frontal devient inutile, presque grossier. Pourquoi affronter quand on peut rediriger? Pourquoi écraser quand on peut déplacer? Le stratège avancé ne cherche pas à vaincre un adversaire, mais à rendre son opposition non pertinente. Il modifie le cadre de sorte que la confrontation cesse d'avoir un sens. L'ennemi se bat pour une position qui n'existe déjà plus. Mais toute cette maîtrise serait incomplète sans une compréhension profonde de ses propres failles. Plus on lit les autres, plus on découvre ses propres angles morts. L'ego aime se croire immunisé, mais il ne l'est jamais totalement. La fatigue, la solitude, le besoin de reconnaissance peuvent fissurer même l'esprit le plus discipliné. La vigilance intérieure devient alors aussi importante que l'observation extérieure. Se relire soi-même avec la même rigueur que l'on lit les autres est la condition pour ne pas devenir la proie de sa propre intelligence. Il y a également un choix moral implicite, même s'il n'est jamais formulé comme tel. Influencer sans être vu peut servir à protéger, à stabiliser, à éviter des destructions inutiles, ou cela peut servir à exploiter, à vider, à dominer pour le plaisir. La différence ne réside pas dans la technique, mais dans l'intention silencieuse qui la guide. Le monde ne juge pas toujours ses intentions, mais l'esprit, lui, emporte la trace. À long terme, la cohérence intérieure détermine la clarté de perception. Lorsque cette cohérence est atteinte, le pouvoir devient presque calme. Il n'y a plus de précipitation, plus de besoin de prouver quoi que ce soit. Vous laissez les autres révéler leurs priorités, leurs faiblesses, leurs ambitions, sans les provoquer ouvertement. Vous écoutez ce qui n'est pas dit, vous observez ce qui est évité, et vous agissez rarement, mais toujours au moment exact où l'action produit un effet maximal.
Dans cet état, gagner ne signifie plus accumuler des victoires visibles. Gagner signifie rester intact, mobile, libre, ne pas être enfermé dans une image, un rôle, une réputation figée. La liberté devient le trophée ultime. Celui qui peut quitter la partie à tout moment sans perte a déjà gagné, même s'il continue de jouer. Ainsi, la lecture des autres, poussée à son extrême, ne mène pas à une obsession du contrôle, mais à une forme de détachement lucide. Vous voyez les mécanismes, mais vous n'y êtes pas prisonnier. Vous comprenez les jeux de pouvoir, mais vous n'êtes pas obligé d'y participer à chaque coup. Cette distance intérieure est ce qui distingue l'esprit dangereux de l'esprit véritablement souverain. Quand vous entrez désormais dans une pièce, vous n'avez plus besoin d'imposer votre présence. Elle s'impose d'elle-même par le calme, par la précision, par cette absence d'urgence qui déstabilise ceux qui vivent dans la réaction permanente. Certains vous sentiront sans pouvoir vous définir. D'autres se méfieront sans savoir pourquoi. Et quelques-uns comprendront et choisiront soit de s'éloigner, soit de marcher avec prudence à vos côtés. À la fin, la plus grande victoire n'est pas d'avoir percé tous les secrets, ni d'avoir orienté toutes les décisions. C'est d'avoir acquis la capacité de voir le monde social tel qu'il est réellement, sans illusion ni naïveté, tout en conservant la faculté de choisir votre place dans ce monde, visible ou invisible, actif ou immobile, présent ou absent. Car le sommet de cette intelligence n'est pas la domination absolue. C'est la liberté silencieuse de n'être jamais dominé, même par son propre pouvoir.